Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous avons très souvent parlé, ici au micro de Sud Radio et de Berkov dans tous ses états, vous le savez, avec le docteur Bernard Cron, notamment des autorités régionales de santé, de la dégradation de l'hôpital qui ne date pas du Covid, qui date de bien avant, et de ce qui se passe. Pourquoi la France, qui se targuait justement à un moment donné du meilleur système de santé du monde, en est arrivée là? Eh bien, encore un exemple à Cholet. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Et c'est très sympa, cette petite musique entraînante et tout. Malheureusement, là, on n'a pas vraiment envie de sourire même. Parce que il y a un problème et il s'est passé notamment, là récemment, nous avons appris que le maire de Cholet, M. Bourdoulex, Gilles Bourdoulex, a annoncé par communiqué sa démission du conseil de surveillance de l'hôpital. Et il l'a justifié ainsi: je ne peux pas continuer d'être complice de la maltraitance dont sont victimes les patients choletais en raison du manque de moyens apportés par l'État. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors, dites-moi, en fait, et vous en parlez aussi, enfin, dans les journaux, et là vous avez fait état de ce qui s'est passé avec votre propre maire. C'est bien ça? Oui, c'est vrai que je l'ai vécu personnellement, cette question de l'accueil des urgences en pleine nuit, vers 1h du matin. La personne qui est tombée, qui se plaint du dos, qui n'a des radios qu'à 14h30, qui n'obtient une chambre en dehors du couloir des urgences que vers 20h. Alors, je présente d'ailleurs mes excuses les plus totales à mes concitoyens. Peut-être je ne les ai pas assez écoutés à chaque fois qu'on m'a alerté sur cette situation. Et quand on le vit personnellement, on le ressent profondément, bien sûr. Et on vous avait, pardon monsieur le maire, on vous avait souvent alerté sur cette situation, enfin c'est arrivé à plusieurs reprises. Oui, très très fréquemment dans les conversations avec mes concitoyens, on me dit c'est compliqué les urgences. Alors on connaît aussi les problèmes des urgences, le fait qu'il y a un mélange entre les vraies urgences hospitalières et ce que j'appellerais la bobologie, du fait du manque de médecins généralistes en ville. C'est un autre problème de la médecine en général sur nos territoires. Mais là, aujourd'hui, les services d'urgence sont dans une situation de précarisation terrible. Et je crois que lorsque je parle de maltraitance, il faut bien préciser, attention, qu'il s'agit de la maltraitance institutionnelle. C'est-à-dire le fait que l'État ne prenne pas en compte, parce que les personnels sont remarquables partout. Remarquables avec les moyens qu'ils ont. Tout à fait. Mais on a une absence d'écoute sur la santé, avec tout un système qui est aujourd'hui encore plus technocratique qu'il était. Quand on imagine que l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, c'est à peu près 500 salariés. 500 salariés, oui. À peu près, oui. C'est énorme, parce que ça, c'est dans les dépenses de santé. Alors, on se vante d'avoir des dépenses de santé importantes, mais moi, les dépenses de santé, c'est celles qui vont pour assurer le suivi de la santé des Français. Pas pour nourrir une machine administrative, technocratique, qui vient en plus pénaliser le fonctionnement de nos hôpitaux, qui souvent est plus à l'écoute de ce qui se passe dans le privé. Moi, je l'ai vécu aussi sur le territoire, et je crois qu'il y a aujourd'hui une vraie difficulté. Alors, qui a été mis encore plus en avant avec la crise sanitaire que nous venons de traverser, mais c'est pas nouveau. Vous savez, moi, je pense que ça démarre avec la loi dite Bachelot, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, où on a commencé à se dire il faut que l'hôpital soit un système qui s'équilibre financièrement. Oui, soit rentable presque, Qu'il soit rentable. Oui, mais c'est une absurdité totale. La santé, elle ne peut pas être rentable par définition. On ne décide pas si les gens sont malades, pas malades. C'est comme l'époque où pour diminuer les dépenses de sécurité sociale, on a diminué le nombre des médecins. Mais diminuer le nombre des médecins, ça veut dire que les gens sont plus mal soignés, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins malades. Ce serait trop beau. Ou à ce moment-là, il faudrait carrément supprimer les médecins et il n'y aurait plus de malades. Non, il y a un moment, il faut être sérieux. Et hélas, nous sommes dans une dérive qui, en plus, nous prend, nous, élus locaux, en otage. Alors, on n'est plus comme... En quel sens Mais dans le sens où nous sommes partie prenante des centres hospitaliers. J'ai été élu maire en 1995. J'étais automatiquement, à l'époque, président du conseil d'administration. Les choses ont évolué, c'est devenu le conseil de surveillance, et il y a une élection réservée à des candidats qui sont soit les élus, soit les personnes qualifiées. Généralement, c'est vrai, le maire
prend la présidence du conseil de surveillance, parce que l'hôpital, dans beaucoup de villes de notre taille, c'est un des 2 ou 3 plus gros employeurs. C'est évidemment l'équipement fondamental pour gérer la santé publique. On y a un intérêt énorme. Donc, mais comme je le dis souvent, on est une potiche. On n'a aucun moyen d'action. Vous savez, ça fait des années que je refuse de noter le directeur de l'hôpital de Cholet parce que je n'ai aucune autorité sur lui. Il est nommé par l'ARS, il est géré par l'ARS, et en fait, c'est un fonctionnaire aux ordres de l'ARS. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irais le noter. Et nous sommes vraiment des potiches, et du coup, on est complices, quelque part, de ce qui se passe, parce qu'on est impliqué, membre du conseil de surveillance, pour le maire président du conseil de surveillance, et on nous impose un certain nombre de mesures qui viennent du système technocratique, l'ARS et au-delà le ministère de la Santé, et on les applique. Avec un système qui n'est pas du tout coopératif, partenarial avec les élus dans la réalité du quotidien. En fait, c'est pour ça que votre démission, elle est importante et beaucoup plus que symbolique, parce que ce que vous décrivez, vous savez, on en a beaucoup parlé dans ces émissions de ces autorités régionales de santé. Quand vous savez qu'elles représentent pratiquement 1/3 des dépenses hospitalières de France et de Navarre, alors qu'en Allemagne, c'est à peine 20%, il y a quand même un problème qui est posé, je crois, Monsieur Brodoulex. Et forcément, il est posé parce que l'écart de coûts, il n'est pas consacré réellement à la santé. C'est un vrai problème. Moi, vous savez, ça fait depuis un peu plus de 2 ans que nous avons traversé cette fameuse crise sanitaire. Oui. Je n'ai jamais eu au téléphone une seule fois le directeur de l'ARS. Jamais. Alors, j'ai eu 2 ou 3 contacts, 3 ou 4 contacts avec la déléguée départementale, mais le directeur régional. Alors, l'hôpital de Cholet, certes, n'est pas un CHU comme Nantes, Angers, mais enfin, c'est quand même un des hôpitaux majeurs de la région. Il y en a 4 ou 5 comme ça. On aurait pu avoir au moins un contact pour expliquer comment les choses étaient traitées, étaient gérées. Combien de personnes travaillent à l'hôpital de Cholet, monsieur le maire, vous savez? On est à un peu plus de 2000, tout compris, c'est-à-dire les soignants, les administratifs. Un hôpital important. Et on a un pouvoir... Oui, c'est un hôpital qui a son importance. En plus, nous, on est au cœur d'un territoire qui dépasse la seule ville de Cholet. Alors certes, on est à 60 km du CHU de Nantes, 60 km du CHU d'Angers, mais il y a tout un territoire rural qui vient vers le centre hospitalier de Cholet, avec un établissement privé également qui est à proximité, et qui est presque mieux soutenu d'ailleurs par l'ARS que le centre hospitalier public. Oui, alors justement, vous disiez, ils sont presque plus préoccupés, vous le disiez, par le privé, presque quelquefois. C'est pourquoi les tentations du privé pour l'ARS, pourquoi y a-t-il cette espèce de, je dirais, non pas de préférence, mais enfin quand même, on a les yeux de chimène pour le privé alors qu'on devrait s'occuper d'abord de l'hôpital public. Alors, moi, la question que je pose, c'est quelles sont les relations entre le pouvoir en place et les dirigeants de certains groupes privés? C'est une vraie question. Je vais vous donner un exemple très précis. Moi, je me bats depuis des années pour qu'il y ait un centre de radiothérapie à l'hôpital de Cholet. Parce que ce que je constate, c'est qu'on emmène les malades vers Nantes ou Angers pour des toutes petites minutes de traitement. Ça a un coût, c'est un temps, c'est une fatigue. Et je trouve qu'il pourrait y avoir un centre. On a enfin obtenu l'autorisation. Il y a eu une sorte d'appel d'offres lancé par l'ARS. Y a répondu ICO, qui est l'Institut de cancérologie de l'Ouest, qui regroupe le centre Gauduchot à Nantes et le centre Paul Papin à Angers. J'ai travaillé depuis 6 ans avec le professeur Campone, qui est le directeur d'ICO. Ils ont déposé un dossier solide, un vrai dossier impeccable. Le groupe Ivalto, qui donc gère la polyclinique qui est à Cholet, n'a pas déposé de dossier. La position de l'ARS, c'était de dire à ICO, structure publique, qui vient mettre un centre de radiothérapie dans l'hôpital public de Cholet, attendez, votre dossier, oui, très bien, mais rapprochez-vous du privé et faites quelque chose en commun. Attendez, le privé n'a pas répondu. L'essentiel, c'est d'avoir le centre de radiothérapie. Donc du coup, alors, ils se sont rapprochés du privé, il y aura un système mixte qui permettra au privé d'y avoir accès, ce qui est très bien. Mais ce qui est quand même curieux dans cette affaire, c'est que le privé n'a pas répondu et pourtant on le raccroche au wagon. Je ne suis pas certain que dans le sens inverse, ça aurait fonctionné aussi. Donc il y a une espèce d'écoute de certains groupes. Encore une fois, je demande juste qu'on creuse les relations des uns et des autres et peut-être qu'on comprendra. Et le problème, c'est qu'à côté de cela, il y a des projets à l'hôpital auxquels on ne répond pas parce qu'on n'a pas les subventions, on n'a pas les soutiens financiers nécessaires de l'État.
Est-ce que, alors la solution, vous l'avez esquissée, est-ce que ce ne serait pas justement, mais c'est une vraie révolution, mais je crois que c'est une révolution tout à fait saine et nécessaire, que les élus, comme vous, et ça vaut pour tout le reste de la France, eh bien, aient voix au chapitre et ne soient pas seulement, comme vous le disiez vous-même, des potiches, et que l'ARS soit la seule à décider. Il devrait y avoir une codécision, après tout, vous êtes partie prenante du gouvernement de votre ville, de la communauté, etc. Est-ce qu'il ne devrait pas rétablir l'équilibre entre vous, les élus, et puis les fonctionnaires de l'autorité régionale de santé? Non, mais je crois qu'il faudrait effectivement alléger ce nouveau mammouth technocratique que constitue une ARS dans une région, renforcer la place des élus dans la prise de décision, dans la réflexion sur l'évolution budgétaire, remettre aussi au cœur de la gestion des hôpitaux beaucoup plus les médecins. Alors il y a des efforts qui ont été faits, mais pas suffisants à mon sens, parce qu'encore une fois, c'est le système technocratique. Un directeur d'hôpital, il est en réalité un collaborateur de l'ARS. Oui. Donc il fait ce que l'ARS lui dit, il engage les réformes que l'ARS lui dit. Si on lui dit il faut à la fin de l'année que vous ayez fait des économies, eh bien il va s'arranger pour faire des économies. Bien mais sûr. C'est la santé qui en pâtit. Donc je crois profondément qu'il faut effectivement qu'on ait un peu plus de pouvoir en tant qu'élu, notre mot à dire. Alors je ne demande pas qu'on gère la santé publique parce que c'est une mission régalienne, légitime, qui fait qu'on doit être traité de la même façon partout sur les territoires français, mais au moins, parce qu'on a la connaissance des problématiques du terrain aussi, qu'on ait un peu plus notre mot à dire et qu'on ne se contente pas d'aller présider 3-4 fois par an un conseil de surveillance. Alors ce qui est passionnant, c'est passionnant, certes, de suivre ce qui s'y passe dans l'hôpital, oui, mais à condition d'avoir au moins son mot à dire et pas se contenter d'être là à donner la parole à XY. Non, et puis ce que vous avez dit, il faut éviter, on a vu les cocoricoics du début, bon, il y a eu ça partout, du début du Covid-19, enfin, de la pandémie, mais la santé ne doit pas être une variable d'ajustement, c'est pas possible, la santé, c'est pas ça. Il faut surtout pas. La santé, c'est fondamental. Alors, c'est une évidence à le dire, mais malheureusement, c'est pas vécu sur le terrain. Encore une fois, je veux rendre hommage sur votre antenne à l'engagement de tous les personnels soignants dans nos hôpitaux. Ils sont extraordinaires à tout moment, mais malheureusement, ils se découragent parce qu'ils n'ont pas les moyens. On va fermer des lits pendant l'été parce qu'il y a les congés logiques, mais c'est pareil, c'est un affaiblissement aussi de l'offre que nous donnons. Juste une dernière question, monsieur le maire, je voudrais savoir, vous personnellement, vous avez une attitude sur le fait des 15 000 à 20 000 soignants qui, un peu partout en France, ont été suspendus, je l'ai bien licenciés, etc., du fait qu'ils refusaient la vaccination. Est-ce que vous avez une position là-dessus ou pas? Écoutez, pour être très franc, j'étais plutôt favorable parce que je pense qu'il y avait peut-être... Moi, je suis favorable à la vaccination. Je crois que c'était une bonne chose qui a permis d'atténuer les conséquences de cette épidémie. Alors, aux soignants, sans doute, à donner l'exemple, mais il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir, c'est le jour des élections présidentielles, lorsque j'ai des électeurs qui sont venus et votés, qui m'ont dit on vous signale que nous avons le Covid. Et je me suis dit, il y a quand même un vrai problème. Alors, bien évidemment, loin de moi l'idée de leur empêcher d'être électeur, droit constitutionnel évident, mais enfin, ça pose question quand même, parce que vous pouvez venir voter dans un bureau de vote en ayant le Covid, mais vous ne pouvez pas faire certaines actions dans le domaine médical parce que vous n'avez pas été vacciné. Il y a parfois à s'interroger sur la logique de tout le système, et je crois que bien souvent on a manqué de courage dans les décisions, et on n'a pas su vraiment les mettre en œuvre d'une manière équilibrée. Et quoi qu'il arrive, je trouve dommage qu'on ait perdu des milliers de soignants pour cette raison, malgré tout. Merci, en tout cas, merci, M. Bourdelex. Je crois que c'était important de parler de ça et de prendre acte de votre acte, justement. Et dans un instant, un journaliste anglais qui était sur place au Stade de France et qui a une version un peu différente de celle de Gérald Darmanin à nous apporter. À tout de suite.